Les besoins de l'âme. Première partie de l'enracinement de Simone Weil. Premier besoin de l'âme, l'ordre. Le premier besoin de l'âme, celui qui est le plus proche de sa destinée éternelle, c'est l'ordre, c'est-à-dire un tissu de relations sociales tel que nul ne soit contraint de violer des obligations rigoureuses pour exécuter d'autres obligations. L'âme ne souffre une violence spirituelle de la part des circonstances extérieures que dans ce cas. Car celui qui est seulement arrêté dans l'exécution d'une obligation par la menace de la mort ou de la souffrance peut passer outre et ne sera blessé que dans son corps. Mais celui pour qui les circonstances rendent en fait incompatibles les actes ordonnés par plusieurs obligations strictes, celui-là, sans qu'il puisse s'en défendre, est blessé dans son amour du bien. Aujourd'hui, il y a un degré très élevé de désordre et d'incompatibilité entre les obligations. Et quiconque agit de manière à augmenter cette incompatibilité est un fauteur de désordre. Quiconque agit de manière à la diminuer est un facteur d'ordre. Quiconque, pour simplifier les problèmes, nie certaines obligations, a conclu en son cœur une alliance avec le crime. On n'a malheureusement pas de méthode pour diminuer cette incompatibilité. On n'a même pas la certitude que l'idée d'un ordre où toutes les obligations seraient compatibles ne soit pas une fiction. Quand le devoir descend au niveau des faits, un si grand nombre de relations indépendantes entrent en jeu que l'incompatibilité semble bien plus probable que la compatibilité. Mais nous avons tous les jours sous les yeux l'exemple de l'univers, où une infinité d'actions mécaniques indépendantes concourent pour constituer un ordre qui, à travers les variations, reste fixe. Aussi aimons-nous la beauté du monde, parce que nous sentons derrière elle la présence de quelque chose d'analogue à la sagesse que nous voudrions posséder pour assouvir notre désir du bien. À un degré moindre, les œuvres d'art vraiment belles offrent l'exemple d'ensembles où des facteurs indépendants concourent, d'une manière impossible à comprendre, pour constituer une beauté unique. Enfin, le sentiment des diverses obligations procède toujours d'un désir du bien qui est unique, fixe, identique à lui-même, pour tout homme, du berceau à la tombe. Ce désir perpétuellement agissant au fond de nous empêche que nous puissions jamais nous résigner aux situations où les obligations sont incompatibles, où nous avons recours aux mensonges pour oublier qu'elles existent, où nous nous débattons aveuglément pour en sortir. Il ne suffit pas, pour être dans une équipe de football, il ne suffit pas d'être sur un terrain pour l'équipier. Il faut encore agir avec l'équipe et dans le sens de l'équipe, vous comprenez? Donc une société qui est un tout d'ordre est composée de parties qui doivent agir et agir ensemble. Commune action, c'est ce que nous avions dit, c'est-à-dire communication, c'était la même chose, souvenez-vous. Donc en fait, je ne fais pas autre chose que de redire d'une façon peut-être plus philosophique ce que nous avons vu jusque-là. On n'intègre pas quelqu'un à la société simplement en lui donnant un papier. Ça n'a aucun sens. Il s'intègre à une société quand il participe aux actions de cette société, quand il va dans le sens de cette société, quand il se fond dans le tout, c'est-à-dire qu'il devient une partie agissante et unie de par son action aux autres parties qui sont déjà agissantes dans la société. On ne s'agrège pas à une famille simplement en venant sous le toit paternel. On s'agrège à la famille quand on participe à la vie commune de cette famille. De même pour la société. Donc il est important de comprendre, avant de parler de bien commun, que la personne
qui se trouve dans une société est une partie d'un tout. Elle n'est pas autonome, précisément parce qu'elle a besoin de ce tout pour obtenir son bien. Un équipier au football, n'est-ce pas, on parle de quand quelqu'un prend la balle et veut jouer tout seul, on dit il est perso. Hein, il joue personnellement, il passe à personne, il veut faire tout lui-même, il veut attirer la gloire sur lui-même. S'il se met à jouer tout seul et qu'il n'en a plus que 11 en face et que les 10 autres qui sont avec lui ne servent à rien, c'est sûr, il n'obtiendra pas la victoire et il ne peut pas l'obtenir. On montre par là que l'homme seul vit dans la société, a besoin de la société et trouve dans la société sa perfection, mais il ne la trouve qu'en tant qu'il est une partie agissante. Donc l'homme est une partie, la personne est une partie dans la société. Et c'est donc en tant que partie qu'il va chercher le bien commun de la société, c'est-à-dire du tout dans lequel il est. Dans une famille, il y a des membres qui sont autant de parties de la famille. Il y a l'époux, il y a l'épouse et il y a les enfants, dans une famille normalement constituée. Chacun, à sa place, va œuvrer pour le bien de la famille. Et quand on parle d'une bonne famille, on parle d'une famille qui est unie, dont les liens sont serrés. C'est-à-dire qu'il y a dans cette famille une véritable amitié, un amour fraternel, un amour entre les parents et les enfants, entre les époux, entre les enfants et des enfants à leurs parents. Il y a une circulation, si je puis dire, d'amour qui est entretenue par l'action de chacun des membres. Mais chacun des membres d'une famille, que fait-il? Il agit pour la famille dans ce cas-là. Mais ce n'est pas parce qu'il agit pour la famille qu'il n'agit plus pour lui, parce qu'il trouve son bonheur à être dans une bonne famille. Parce qu'il y a un véritable bonheur à vivre avec des gens que l'on aime. Mais comment peut-on faire pour vivre avec des gens que l'on aime, sinon de rechercher le bien qui est commun à ces gens que l'on aime? Donc l'homme ne peut chercher et trouver le bien commun qu'en tant qu'il le cherche comme une partie du tout dans lequel il est. Et c'est pourquoi le bien est dit commun, parce que ce bien, c'est-à-dire cette chose que chacun désire, va être obtenu pour tous les membres de la société qui le cherchent. Et c'est en ce sens qu'il est commun. Ce que je remarque du point de vue social, c'est qu'un enfant qui n'a pas eu contact avec ses grands-parents, il n'a pas de lien avec le passé. Et il est désorienté, il ne sait pas qu'il a un avant, que les gens vivaient comme ça, ils avaient ces sentiments-là. Il est totalement à côté de la plaque. Alors, en cassant la famille et son suivi justement de génération en génération, on fait des accidents dont on n'a même pas conscience. Voilà. Les déracinés ici et là, ils mènent leur déracinement jusque dans leurs manifestations culturelles, sociales, et ils sont capables d'empester les autres comme ça. Malheureusement, parce que rien n'est fait pour accueillir l'autre. Là, on parle de racisme, on parle d'anti-machin, de pro-truc, on est dans le délire complet. Là. Il y a la chose minimale.